avant de commencer cette session. Et bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent progressivement à cette session. Welcome, welcome. La traduction simultanée est disponible for all of you who are English speakers. The English translation is available, so feel free to connect to the globe and ensure that you have the English translation. All the sessions and discussions will be in French. Toutes les sessions et discussions seront en français. Donc, pour tous nos participants anglophones, n'hésitez pas à utiliser la traduction simultanée qui est disponible à travers l'onglet interprétation sur votre écran. Je pense que nous sommes à temps. Merci à tous ceux qui nous sont rejoints à nous. Je pense que nous allions commencer la session. Donc, merci à tout le monde. Bonjour, Caribou. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour cette session. Je vois déjà qu'on a un peu du monde un peu partout de l'Afrique, de la Tunisie, de l'Égypte, du Nigeria, du Kenya, du Mali. Donc, merci à toutes et celles qui se joignent à nous aujourd'hui pour cet échange ciblé sur le climat et l'entrepreneuriat en Afrique. Je m'appelle Salima Mahamoudou, je suis lead technique régionale sur les questions de restauration des terres dégradées au sein du World Resource Institute et je serai votre modératrice aujourd'hui. Cette session est organisée par Barca Funds, que vous aurez l'occasion d'entendre parler aujourd'hui en collaboration avec le World Resource Institute. Mais pour commencer, je tenais à souligner et vraiment ancrer cette session. Comme vous le savez, les enjeux climatiques sont régulièrement mentionnés et au cœur des débats à travers le monde, et plus particulièrement dans le cas de l'Afrique, ainsi que les impacts socio-économiques que cela engendre. Mais quel est réellement le rôle des entrepreneurs? On parle souvent des pays qui agissent, on parle souvent des ONG qui agissent, on parle souvent des organismes internationaux. Quel est réellement le rôle des entrepreneurs dans cette lutte contre le climat? Et surtout, quels sont les différents secteurs dans lesquels les entrepreneurs, vous ici présents, pouvez investir pour avoir un impact significatif et créer des solutions pour assurer un meilleur avenir pour toutes nos populations à travers l'Afrique? Donc, aujourd'hui, cette session qui fait partie d'une série. Donc, nous avions commencé cette série le 8 mars, où nous avions d'abord ancré le sujet du climat et de l'entrepreneuriat. Nous avions eu différents panélistes qui nous ont vraiment expliqué dans le contexte de l'agriculture, dans le contexte de l'énergie et de la gestion des ressources naturelles, quel est l'impact du climat et surtout comment est-ce que vous, entrepreneurs, pouvez investir. Aujourd'hui, nous revenons avec une deuxième session d'échange pour vraiment continuer cette discussion, mais sous un autre angle, sous l'angle du financement. Parce qu'on le sait tous, on peut bien avoir la technicalité, on peut bien avoir les bonnes idées, mais si on n'a pas le bon financement, si on n'a pas le financement pour nous soutenir, on n'arrivera pas à nos fins. Donc aujourd'hui, notre objectif est de présenter une vue d'ensemble des différents investisseurs dans la région, avec un accent particulier sur les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de la gestion durable des terres. Donc pour vraiment comprendre qu'est-ce que ces investisseurs font? Comment est-ce qu'ils peuvent soutenir ce mouvement? Et surtout, qu'ils arrivent à nous donner quels sont les obstacles auxquels les startups africaines font face et quelles sont certaines des tendances qui peuvent être utilisées pour vraiment accroître notre impact dans cette lutte contre le climat. Enfin, nous nous assurons à travers les discussions de souligner les différents mécanismes et systèmes de soutien qui existent pour
pour soutenir les entrepreneurs. Oui, vous soutenir, vous ici présents, afin d'accroître vos impacts. Mais avant de commencer, je tenais à rappeler 2 points. Les échanges se feront essentiellement en français, donc tous nos panélistes s'exprimeront en français, mais une traduction simultanée sera disponible pour tous nos participants anglophones. Enfin, n'hésitez pas surtout à interagir dans la section commentaires. Dites-nous d'où vous venez, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre entreprise, quelles sont vos grandes préoccupations lorsqu'il s'agit du financement, parce qu'aujourd'hui, on est là pour échanger avec les panélistes, mais également avec vous. Donc, sans plus tarder, je tiens également à préciser à nos chers panélistes que je vais vous garder à l'œil. Je veux qu'on ait des discussions courtes, donc 2 à 3 minutes de réponse, pour nous permettre d'échanger davantage avec les participants. Sur ce, je propose qu'on commence avec un tour de table. Donc, chers participants, je vais vous demander un à un, chers panélistes, de vous présenter, de nous présenter d'où est-ce que vous venez, avec quelle entreprise est-ce que vous travaillez, et surtout, est-ce que vous pouvez élaborer l'aspect du climat dans le contexte de votre travail. Donc, on va commencer avec vous, Adamou, et ensuite, on va passer à Antoine. Merci beaucoup. Merci Salima pour cette belle introduction et de me passer la parole en premier. Je suis Adamou Nikima, je suis Regional Investment Officer West Africa de Oiko International. Oiko Crédit International qui est un investisseur socialement responsable, qui est une société coopérative enregistrée et ayant son siège en Hollande. Nous sommes pionniers aussi dans le financement du développement avec actuellement 563 partenaires dans 63 pays, avec au total 845 millions d'euros de financement du développement en cours et avec des bureaux régionaux et nationaux dans 14 pays. Nous intervenons dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des financial services qui peuvent être résumés comme les banques qui ont des volets PME ou des volets agriculture. Nous intervenons aussi auprès des institutions de microfinance ou communément appelées dans la sous-région des systèmes financiers décentralisés. En dernier lieu, nous intervenons au niveau des énergies renouvelables. Je veux aussi ajouter que je suis doctorant du CESAC Business School et je travaille notamment sur les déterminants du financement bancaire des PME agro-industrielles dans l'espace de l'UEMOA. Donc, je suis vraiment en plein dans mon sujet et c'est vraiment un plaisir d'être là. Sur le volet de l'impact, si tu permets, Salima, sur le volet de l'impact des changements climatiques, il faut dire que pour le volet principal qui nous concerne, c'est-à-dire l'agriculture, le changement climatique entraîne tellement de dégâts dont, si je peux citer que 3, je dirais la hausse de la température, l'accroissement de la déchéance et bien sûr la pauvreté et le déplacement des populations, comme nous en voyons actuellement, cette migration qu'il y a sur l'Europe actuellement, sur les populations et les jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement en entrée. Merci beaucoup, Adamou. Et je vais juste m'arrêter because from the chat, I see that the English translation is not working. It looks like it's working now. So for all the English speakers, please connect to the English translation in order to follow the discussion. Et merci à vous, Adamou, et très, très heureuse d'être ici avec vous. Je pense que votre expérience parlera d'elle-même à travers les discussions. Donc, merci. Antoine, je passe à toi. Merci, Salima, et merci pour l'organisation de ce webinaire. Alors, quelques mots peut-être sur Sunfunder pour commencer avant de parler de ce que j'y fais. Donc, Sunfunder, c'est un investisseur d'impact ou à impact qui est focalisé sur le développement de l'accès à l'énergie avec historiquement un focus sur l'Afrique subsaharienne. Même si aujourd'hui, on tend à diversifier notre intervention sur d'autres continents. Nous existons depuis 10 ans maintenant, depuis 2012. Et pour ma part, j'ai rejoint Sunfunder, l'équipe d'investissement de Sunfunder, il y a environ 3 ans. En termes d'investissement, la quasi-totalité de nos investissements ont été dans des projets ou des entreprises qui se situent, comme je disais, en Afrique. Et actuellement, nous commençons également à regarder l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, mais c'est tout nouveau.
Nous avons réalisé à peu près 60 investissements jusqu'à maintenant et nous avons déployé approximativement 170 millions de dollars de capitaux. Avec une précision importante, à ce jour, nous déployons uniquement des instruments de dette. Nous fournissons de la dette à nos clients, même si nous envisageons dans un avenir très proche de déployer également des capitaux en fonds propres. C'est important puisque l'analyse, je pense, le prisme d'analyse d'un prêteur est différent de celui d'un investisseur en fonds propres. Donc, historiquement, nous avons été pionniers sur je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les différents sous-segments qu'on finance, mais historiquement, on a été très présent sur le segment des kits solaires en Afrique de l'Est, qui a connu un boom depuis une dizaine d'années. Donc, des kits solaires à destination des ménages. Nous avons aussi été présents plus récemment sur les mini-réseaux, sur le financement de solutions solaires et de stockage énergétique à destination des entreprises. Et plus récemment, nous avons également développé une expertise sur le segment des télécoms et je pense qu'on pourra y revenir. Un mot seulement peut-être sur notre équipe qui est vraiment notre principal actif et valeur ajoutée, je dirais. Nous sommes une quarantaine de personnes situées au Kenya, en France, à Singapour, à Paris, Londres et les États-Unis, et une personne également en Afrique du Sud. Donc, on est une équipe assez cosmopolite qui compte 17 nationalités. Et pour ma part, je suis français et j'ai vécu au Burkina Faso et en Afrique du Sud. Voilà pour la présentation. Donc, Antoine, vous êtes africain, en fait. Vous êtes… on vous rapatrie avec de notre côté. J'aimerais beaucoup. Africain à l'intérieur. Exactement. Merci d'être là et je pense qu'on aura effectivement l'occasion d'aller dans le sujet pour comprendre les différentes entreprises et surtout qu'est-ce que la dette, qu'est-ce que ça engendre, comment est-ce que ça peut être une option de financement intéressante pour les différents entrepreneurs qui sont ici présents. Donc, merci beaucoup. On va ensuite passer à Rekia qui est avec Barca Fund, qui est l'organisation derrière cette session. Donc, Rekia, avant même que tu te présentes, je tiens à te remercier au nom du Barca Fund pour cette session. Donc, Rekia. Merci bien, Salima. Donc, c'est la première fois que je fais un webinaire en français, donc je m'excuse en avance si je ne trouve pas les mots très vite. Je m'appelle Rekia. Le Barca Fund, c'est un fonds d'impact et d'investissement qui est focalisé à supporter les entrepreneurs qui travaillent dans le domaine du climat en Afrique. On a lancé le fonds en 2020 et on est surtout focalisé sur ce qu'on appelle les startups qui ont besoin d'un fonds de moins de 250 000 $. Donc, entre 50 000 $ et 250 000 $ d'investissement pour commencer, ce que nous, on appelle seed investment. Et donc, notre proposition unique, c'est qu'on travaille à travers les incubateurs. Et là, on développe notre pipeline et on rencontre les entrepreneurs. Et après notre due diligence, qui est un programme de préparation à l'investissement, on investit dans les entrepreneurs. Donc, on est vraiment très heureux d'être là. Et l'objectif, vraiment, c'est d'essayer de parler de façon informelle et entre nous de qu'est-ce que ça veut dire d'être un entrepreneur dans le climat et quels sont les mécanismes de support que les fonds d'impact et d'investissement dans la région peuvent apporter aux entrepreneurs dans la région. Wow, merci. Je vois qu'on a une diversité d'expertise, mais également de secteurs dans ce panel. Donc, merci à vous. Et je vais commencer avec une première question pour le panel. Il y a Hannah qui est là, je crois. Oui, elle est là. Super. Oui, elle est là. Pas de souci, merci à tous de m'accueillir. Donc, Anna Subei Kamwanga, je suis responsable pays RDC au sein de Proparco. Proparco, institution financière du groupe Agence française de développement spécialisée dans le financement du secteur privé et avec par définition un mandat d'impact centralisé sur le climat et les enjeux renouvelables, en ligne avec les accords de Paris notamment que le président français Emmanuel Macron avait mis en place. Donc, dans ce cadre-là, la stratégie d'investissement
important dans le secteur est assez similaire à celle décrite par Sunfunder, à savoir se concentrer sur le financement et de construction et ou de rénovation de centrales solaires, hydroélectriques, de produits de sociétés de distribution et de commercialisation de solutions solaires, avec un volet éolien et biomasse qui sont potentiellement disponibles et qui sont beaucoup moins pertinents sur nos géographies. Donc, ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur ces différents sujets. Merci. Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Anna. Et oui, si tu peux garder ta caméra comme ça, je pourrais voir le panel. Mais par contre, j'aimerais commencer avec une première question à nos panélistes. Il y a 2 semaines, lorsqu'on a eu cette première session avec les différents entrepreneurs, un des panélistes a dit l'argent existe pour soutenir les entrepreneurs qui agissent dans le climat, que ce soit dans l'énergie, dans l'agriculture, dans l'environnement, il y a de l'argent. Et une statistique que je veux particulièrement mentionner aujourd'hui, c'est que plus de 5 milliards de dollars en investissement pour les startups ont été envoyés en Afrique en 2021, soit plus de 3 fois les années précédentes combinées. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Comment est-ce que vous réagissez à cette tendance et particulièrement à ce chiffre? Qu'est-ce que ça veut dire autant d'investissement? Est-ce que ça a eu l'impact qu'on voulait? Est-ce que c'est aller vers les bonnes entreprises? Qu'est-ce que ce chiffre de 5 milliards de dollars investis en Afrique dans différentes startups veut dire? Donc, je vais commencer avec vous, Adamou, et ensuite, je vais venir vers vous, Hannah, pour avoir votre avis. Décidément, je suis un privilégié, donc c'est tout heureux que je recommence. Moi, je dis comme ça, on pourra se dire que les choses évoluent positivement dans cette problématique de recherche de financement, surtout pour le secteur en Afrique. Mais il faut garder à l'idée que en 2019, la FMI estimait le besoin de financement en Afrique à 285 milliards de dollars pour 2025. Donc, quand tu prends les besoins face à 5 milliards de dollars, tu sens déjà que, comme on dit chez nous, moi je suis burkinabé, pour faire plaisir à Antoine, chez nous on dit c'est bon mais c'est pas arrivé. C'est-à-dire que ça évolue, mais le gap est toujours très large. Et en plus, moi je voudrais qu'on rentre en détail sur ces 5 milliards de dollars pour savoir qu'est-ce qui est envoyé au secteur productif en Afrique. Qui de l'agriculture qui emploie plus de 80% de la population africaine. Et c'est ça la vraie question qu'on devrait se poser dans l'analyse de ce genre de chiffres. Est-ce que c'est dans les secteurs productifs? Moi, je ne serais pas étonné de trouver que c'est surtout sur des acteurs de la fintech. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est des startups qui consomment le plus de ressources actuellement. Moi, je suis du secteur agricole, donc j'aimerais savoir quelle est la partie de ces fonds qui sont vraiment envoyés au secteur de la production, de la transformation agricole. Et ce sont ces éléments qui créent de la valeur à mon avis. Donc, en gros, on ne sait pas forcément. Donc, comme tu dis, l'argent, c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, est-ce que ces fonds sont allés vers les bonnes entreprises? Est-ce que ces fonds sont allés vers les bons secteurs? Et vous avez parlé de l'agriculture et surtout des communautés locales. Donc, je vais peut-être, avant d'arriver à vous, Anna, je vais demander à Rekia, toi qui travailles et Barcafone, qui soutient les différentes entreprises dans ce domaine, est-ce que l'argent est arrivé? Non, Adamou a raison. Donc, quand on fait une analyse approfondie de ce chiffre-là, on voit que plus de 50% sont allés au fintech, donc les startups de technologie dans le domaine de la finance. Et je crois que le deuxième et troisième élément, c'est le healthcare, health tech et mobility tech. Et donc, l'agriculture et les éléments de food system, ils sont seulement au 5e niveau. Mais quand même, ils ont reçu 100 millions de dollars en investissement en 2021. Et ça, c'est important. Et ça, c'est significatif. Et pour nous, ça, c'est très bien. Parce que
c'est les investissements qui viennent en Afrique, qui soutiennent les entrepreneurs africains. Et en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, on doit être ravis quand même, parce que ça veut dire que ces entreprises sont en train de créer de la valeur au niveau international pour attirer ces genres d'investissements. Et donc, on n'est pas encore arrivé, mais c'est une très bonne trajectoire là où on va. Donc, ça rejoint un peu ce que Adamou disait. Donc, on est quand même, en termes de proportion, les fonds qui ont été envoyés dans les domaines directement reliés à l'environnement ou aux terres sont très minimes par rapport à l'enveloppe qui a été envoyée, mais ça reste une évolution par rapport aux années précédentes. Absolument. Anna, toi qui travailles et de l'entreprise pour laquelle l'AFT a énormément investi en Afrique et depuis plusieurs années. Est-ce que vous sentez cette tendance d'accroissement par rapport à l'investissement dans ce domaine du climat particulièrement? Merci beaucoup pour la question pertinente et juste remettre certains points dans le contexte. Par définition, beaucoup d'investisseurs ont pour mandat l'investissement en Afrique, que ce soit par le biais des startups, de sociétés technologiques, de grandes entreprises ou de grands projets. Donc, l'incapacité à déployer du capital n'est pas une volonté du marché. Il n'y a pas de théorie de complot. Il faut savoir, par contre, en revanche, que l'écosystème doit être en mesure de présenter des opportunités d'investissement documentées, structurées, répondant aux attentes internationales et avec des modèles économiques viables, fiables et sur lesquels un investisseur institutionnel peut vous accompagner. Si vous ne répondez pas aux critères, ne vous étonnez pas que le financement ne vienne pas. Pour rebondir sur un des points mentionnés par les autres panélistes, qui est cette prédominance du financement de FinTech dans cette masse de capital qui a été octroyée en Afrique, c'est une tendance qui est observée partout dans le monde. Donc, il n'y a pas d'anormalité du continent africain et je dirais au contraire, tant mieux que l'Afrique s'inscrive de ce point de vue-là dans les grandes tendances internationales et que notre continent ne soit plus cet éléphant au milieu des crocodiles ou la souris au milieu des chats qui ne répond à aucune norme et qui rendait notre insertion dans l'écosystème de financement difficile. Maintenant, si j'en reviens plus précisément au sujet climat, au contraire, c'est une priorité, encore une fois, dans nos mandats et il y a de nombreux financements. Là, je m'éloigne peut-être un peu du sujet des startups, je me rapproche un peu plus de celui des financements de projets d'infrastructure qui se sont mis en place, qui se mettent en place et continuent à se déployer pour des montants considérables. Ensuite, il ne faut pas oublier que lorsque l'on parle des startups spécialisées dans la mobilité, comme vous l'avez dit dans la logistique, évidemment que ce sont des sociétés technologiques qui permettent de réduire l'empreinte carbone, qui permettent d'optimiser les flux de transport et de mobilité des personnes de manière efficiente. Donc, évidemment que c'est un impact climat positif et qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, ça dépend vraiment, mais j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit par rapport à répondre aux critères. Parce que très souvent, oui, le financement existe, mais est-ce que le projet ou l'idée que vous proposez correspond aux critères du financement qui sont? Est-ce que ça rencontre les critères des bailleurs de fonds et des investisseurs? Et je pense qu'on va arriver à cette question. Antoine, dans ta présentation, tu as parler des différentes entreprises, surtout par rapport au kit solaire que vous avez soutenu. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, comment est-ce que vous abordez le financement des différentes startups, plus particulièrement avec votre structure, et comment est-ce que vous vous assurez, comment est-ce que vous donnez à une entreprise un investissement? Quels sont vos critères de sélection pour revenir un peu à ce que Anna disait? Qu'est-ce qui fait que vous investissez dans certaines entreprises ou pas? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut d'abord vraiment, encore une fois, revenir à la différence entre la typologie d'investisseur à laquelle on s'adresse. Et ça, c'est un point important à comprendre pour toute personne qui recherche des financements. Est-ce qu'il s'agit de rechercher des financements en fonds propres, des financements en dette, et même au sein des fonds propres, quelle est la typologie de fonds propres et d'investisseurs à laquelle on s'adresse? Si on s'adresse à des investisseurs en seed equity, en seed capital, venture capital, on va pouvoir, sur la base de relativement peu d'éléments, mais surtout d'une très bonne idée, d'un business plan, Barca, corrige-moi si je me trompe, et d'une proposition de valeur convaincante et des bonnes ressources humaines, on va pouvoir obtenir les premiers financements avec un dossier qui sera encore relativement léger à ce stade.
À l'inverse, quand on commence à entrer dans des niveaux plus avancés de private equity pour rester sur les fonds propres ou qu'on commence à rechercher des fonds en dette, les niveaux d'exigence sont beaucoup plus élevés. Pourquoi? Puisque le retour sur investissement qu'on attend est généralement plus faible et donc le risque doit être aussi plus faible. Donc, pour parler de notre cas précis en tant qu'investisseur en dette, pour vous donner une idée, on est dans le marché actuel qui sont capables d'offrir des tickets d'investissement les plus bas qu'on puisse trouver, qui sont autour de $1 million, en tout cas dans le secteur de l'énergie. C'est un ticket qui est à nos yeux très faible, mais qui couvre à peine nos coûts de structure et les coûts de due diligence qui sont derrière. Donc déjà, ça exclut une grande partie des entreprises qui ne peuvent pas se tourner vers nous parce qu'elles n'ont pas la taille critique pour lever 1 million. Donc à ces entreprises, je dirais, adressez-vous aux bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ce sont les venture capitalistes, les business angels, les incubateurs qui ont la capacité de vous accompagner dans cette première phase de votre développement. Ensuite, quand vous arrivez à un stade au bout de 2-3 ans suffisamment mature pour demander des fonds en dette ou des fonds propres série B, série C, dans ces cas de figure-là, il faut mettre en place des processus, des politiques internes, une data room, des business plans et des comptes audités, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, qui exigent des coûts financiers et des ressources humaines adéquates. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Et pour faire la jonction avec ce qui a été dit précédemment, je ne suis pas un expert du secteur agricole, même si on commence à y investir par le biais de la fourniture d'énergie à ces acteurs-là. La grosse problématique, c'est le problème de la taille. Le problème de la taille, parce que généralement, les startups dans ce secteur sont toutes petites. Les entreprises sont toutes petites, en particulier en Afrique de l'Ouest. Et la conséquence, c'est que ces entreprises ne sont pas attractives pour les investisseurs. Premier point. Deuxième point, c'est l'horizon de profitabilité. Dans le secteur agricole, la profitabilité est quelque chose qui est difficile à atteindre avec des aléas climatiques, des aléas environnementaux qui sont extrêmement forts, alors même que le retour sur investissement est faible. Donc, il faut vraiment se focaliser sur le business model de l'entreprise, la profitabilité de ce business model, avant de se focaliser sur la croissance. Premier point. Et deuxième point, il est important, je pense, dans ce secteur-là en particulier, mais ça vaut aussi pour l'énergie, de se structurer rapidement atteindre la taille critique nécessaire rapidement. Et comment ça se fait? Ça se fait à travers des partenariats, ça se fait à travers le soutien apporté par des investisseurs en equity. C'est très dur, je pense, dans ce secteur, seul, de monter une start-up sans capitaux externes. Mais juste peut-être pour un point de clarification pour tous les participants qui ne s'y connaissent pas, qu'est-ce que c'est un business plan avec une bonne profitabilité? Alors, parce que c'est ça aussi, parce qu'aujourd'hui, tout porteur d'idée va te dire que son idée est intéressante et que c'est la meilleure. Donc, mais qu'est-ce que vous, avec vos radars d'investisseurs, qu'est-ce qui fait la profitabilité d'un business plan? Alors, je laisserai les autres répondre sur la question peut-être de la profitabilité d'un point de vue investisseur en fonds propres, d'un point de vue investisseur dette. La profitabilité, avant tout, en tout cas, nous, la profitabilité est un acteur relativement secondaire. Il faut que l'entreprise soit profitable, mais peu importe que ce soit 10% ou 20% de marge nette, ce qui est important, c'est la capacité de remboursement, la génération de cash flow opérationnel suffisant pour couvrir le remboursement de la dette. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui, sur un modèle, comme on peut voir en Europe, Uber, qui cherchent à atteindre une croissance maximale pour pouvoir devenir l'acteur dominant de marché. Et nous, ces modèles-là, ils nous intéressent assez peu. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout une entreprise qui est capable, dès ses premières années, de montrer la viabilité économique de son business model, c'est-à-dire la capacité à rembourser les investisseurs. Rekia, peut-être pour rebondir, merci Antoine. Tu es également, un des points qui vous intéresse en tant que Barcaphone est le remboursement de certains de vos financements. Quelle a été ton expérience à travers l'Afrique et à travers les différentes entreprises où tu as eu à investir en termes de remboursement et surtout en termes de profitabilité? Dans le secteur où tu opères, qu'est-ce qui fait qu'une idée ou un business plan est bankable, comme on dit? Je crois que juste hier, comme Antoine a dit,
ça dépendra du fondateur d'abord. Nous, on regarde 3 choses. Donc, le fondateur, le team qui est en train d'amener cette idée, la capacité du fondateur de pouvoir exécuter les idées et la solution. La deuxième chose dans laquelle on regarde, c'est l'impact que la solution a dans la communauté. Donc, comme j'ai dit, on est dans le domaine du climat. Et donc, on est très intéressé à pouvoir mesurer l'impact de la solution dans la communauté. Et la troisième chose qui est très importante pour nous, parce qu'on fait un financement basé sur les revenus, c'est qu'on fait un examen approfondi des scénarios de revenus potentiels de l'entreprise. Et c'est là peut-être qu'il y a une différence avec les autres fonds d'impact qui font des actions propres. On fait un hybrid entre les actions propres et un élément d'investissement basé sur les revenus. Et donc, après cette analyse, parce qu'on investit seulement à ce stage, pas dans les entreprises à juste idée, mais les entreprises qui ont des revenus. Donc, après cette analyse approfondie des revenus, on a une idée de comment est-ce que l'investissement va être remboursé et quelle sera la rentabilité de l'entreprise. Et de là, on prend une décision. Mais je vais souligner l'élément du fondateur qui est très, très important quand on commence une entreprise. Et c'est cette idée d'être confident, de savoir quel est le problème qu'on est en train de résoudre en tant que fondateur, d'être sûr que d'avoir cette passion de vouloir résoudre ce problème et de pouvoir présenter à des investisseurs comme nous et autres dans notre network cette passion que vous avez pour votre entreprise. Merci beaucoup, Rekia. On a entendu Antoine qui a parlé de capacité de remboursement, Rekia qui a parlé des 3 critères qu'il regarde. Vous, de votre côté, Adamou, quels sont certains des obstacles en matière de financement auxquels sont confrontés les différentes startups et communautés avec lesquelles vous travaillez? Je pense que votre micro est coupé. Oui, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup pour cette question qui permet de revenir sur quelques obstacles que nous avons, nous constatons. Mais je voudrais, avant de revenir, si vous permettez, en 2 secondes, sur la nécessité d'adapter les financements au secteur. Je suis content que l'Afrique puisse être sur la même ligne en termes actuellement de secteurs dans lesquels les gens sont intéressés à financer. Mais j'aimerais attirer l'attention qu'il est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Je ne suis pas sûr que quand le Crédit Lyonnais en France se créait, l'objectif principal était d'aller sur la haute technologie pour le moment. Moi, je pense que pour ce qui concerne l'Afrique, par rapport au niveau de développement dans lequel nous sommes actuellement, il est important déjà d'adapter tout ce qu'on veut apporter comme système de financement aux acteurs et peut-être d'accompagner à travers la création comment on appelle ça en français, de structures d'accompagnement pour relever le niveau de nos startups et de nos promoteurs agricoles, nos promoteurs de transformation de produits agricoles et tout ça, pour relever le niveau pour qu'on puisse mieux se préparer pour avoir accès au financement international. Donc, c'est juste un petit retour pour qu'on puisse calibrer nos choses par rapport à nos réalités. Et ça, c'est très important. Moi, je suis OK quand j'arrive à faire un transfert Orange Money, mais je ne suis pas sûr que ma mère qui est au village, c'est vraiment, elle, sa principale préoccupation, c'est de toucher le téléphone. Elle aurait aimé qu'une institution de microfinance puisse donner 200 000 francs pour qu'elle puisse acheter l'engrais pour faire le financement. C'est plus important pour elle, même si la technologie n'est pas négligée. Pour revenir sur votre question, je pense que le premier obstacle dans le financement des startups, à mon avis, c'est l'absence de track record sur les performances économiques, sur la visibilité sur le projet. Et cela s'associe au fait que quand on veut faire du financement, on fait une analyse sur le plan organisationnel. Comme Rekia le disait, qui mène le projet? Quelle est l'équipe de gouvernance de ce projet? Et après, qui est derrière le projet? Est-ce que c'est des gens de forte réputation, de bonne réputation? Et qui sont les exécutants, le management? Et après, on va aussi s'intéresser
pour tout ce qui est l'analyse globale, hein, sur le plan commercial, où est-ce que, pour prendre le cas de l'agriculture, où est-ce qu'on vend? Si on finit, où est-ce qu'on vend? Parce que, comme Antoine le disait, il est important de regarder le retour sur investissement. Si on ne vend pas, on ne pourra pas rembourser le prêt. Donc, cette partie était aussi très importante. Sur le plan financier, l'analyse va se mener sur, comme Antoine le dit aussi, la génération des flux. Est-ce que l'entreprise est capable, dans son activité, de générer des flux pour rembourser le prêt? Est-ce qu'il a une bonne structure financière? Ça, c'est des analyses qui seront menées. Et sur le plan social, sur la gouvernance, sur la faible impact des activités. Pour ce qui nous concerne à OICO, qui est un fonds d'investissement à impact, nous regardons d'une manière vérifiée et d'une manière sérieuse l'impact que le projet aura dans la communauté. Est-ce que ça mobilise, par exemple, les coopératives? Est-ce que ça mobilise les producteurs? Est-ce que ça mobilise les femmes? Est-ce que ça mobilise les jeunes? Et comment les ressources ou les flux issus de cette activité vont avoir un impact au niveau social? Est-ce qu'il va y avoir un changement du niveau de vie de la population? Et ça, c'est parce que OICO est un fonds d'investissement impact, sont des éléments qui nous préoccupent et que nous regardons vraiment sérieusement. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce qu'on rencontre comme difficulté sur le financement des startups et du monde agricole en général. Merci beaucoup. Merci. Et j'espère que nos participants comprennent vraiment, comme l'a dit Antoine, de comprendre quels sont les différents financements qui marchent pour votre entreprise et surtout pour ce que vous cherchez dans ce que vous cherchez à investir. Est-ce que c'est un investisseur d'impact? Est-ce que c'est un debt financing qu'il vous faut? Est-ce que c'est un mécanisme combiné pour pouvoir accroître vos revenus? Anna, je vais revenir vers toi. Quels sont certains des obstacles dans le cadre, par exemple, de la RDC? Quels sont certains des obstacles que les différentes entreprises ou communautés ou startups font face lorsqu'il s'agit de financement? Alors voilà, j'aimerais rebondir aussi sur certains éléments mentionnés par le reste des panélistes. Alors tout d'abord, je pense que l'obstacle numéro 1, déjà au niveau des entrepreneurs, il faut savoir faire la différence entre une start-up et une PME. Une start-up, en Afrique francophone en particulier, les définitions sont un peu troubles, mais dans le sens anglo-saxon du terme et pour des investisseurs VC de start-up ou des angel investors de start-up, une start-up, c'est une société qui va vendre comme produit ou service de la technologie et ou qui a cette capacité de croissance exponentielle. D'accord? Donc, si vous ne répondez pas à ces critères, vous n'êtes pas une start-up, vous êtes une PME et donc vous avez un profil de croissance et de rentabilité qui est très différent et vous ne pouvez pas prétendre probablement au même type d'investisseur et ou au même type de financement. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, par rapport aux critères d'investissement ou qu'est-ce qui fait une réussite, finalement, quel que soit le type d'investissement que vous regardez, qu'il s'agisse d'une start-up, d'une entreprise ou même d'un projet, si on parle de projet d'infrastructure, comme l'ont mentionné les panélistes, 1, l'équipe, 2, le projet et ou l'entreprise, donc le modèle économique, est-ce que vous vendez le bon service et ou le bon produit au bon prix au bon client? Ça parle au niveau de la croissance, de la rentabilité et ça parle au niveau de votre capacité à acquérir des parts de marché. Ensuite, il y a la question du secteur et des dynamiques concurrentielles. Il y a la question du cadre réglementaire et d'autres facteurs externes qui peuvent avoir un impact sur votre entreprise et votre projet. Donc là, ça fait 4 critères. Et enfin, le dernier, c'est évidemment la structuration de la transaction. En tant que prêteur ou investisseur, quel est le rendement auquel je peux m'attendre si je vous confie mon capital? Et est-ce que ce rendement sera en ligne avec le risque que je prends, le risque perçu ou réel qui est associé à votre entreprise ou à votre projet? Une fois que vous avez intégré ces éléments assez simples, et honnêtement, même en ligne, il y a tellement d'exemples, de présentations, de modèles financiers, etc. C'est un peu inimaginable aujourd'hui qu'en Afrique, quelqu'un puisse dire « je ne sais absolument pas comment je suis censé présenter ma demande de financement ». Ce n'est pas vrai, vous n'avez pas suffisamment effectué de recherche et vous n'êtes probablement donc pas prêt de toute façon à discuter avec des investisseurs, que ce soit de type institutionnel ou que ce soit de type angel investor. Maintenant, pour en revenir au point mentionné par Antoine, pertinent du niveau de maturité de l'entreprise, effectivement, il y a des cycles de financement et des règles et des codes à respecter. D'ailleurs, que vous soyez en Afrique francophone en particulier, que vous soyez start-up ou PME. Et donc, la première source de financement, avant même de penser à structure d'accompagnement de type incubateur ou angel investor ou club d'investissement, c'est vous.
c'est vous le promoteur. Vous êtes censé apporter des fonds propres. Donc là, encore une fois, je rencontre un porteur de projet hier voulant lever $100 000. Et combien d'argent avez-vous mis vous-même dans votre projet? $1 000. Ah, donc vous pensez vraiment que moi, en tant qu'individu et ou institution, je vais vous aider à hauteur de 100 000, alors que vous n'avez financé vous-même que $100 000. Donc là-dessus, il y a un vrai problème de mentalité en Afrique francophone en particulier, que de comprendre cet engagement financier qui est attendu lorsqu'on monte son projet. Enfin, quelles sont les difficultés rencontrées par les entrepreneurs? Là, pour le coup, tous les éléments ont déjà été cités, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a un élément supplémentaire que j'aimerais ajouter? Pas nécessairement, ou en tout cas, j'encourage toujours les personnes de l'écosystème à formaliser au maximum les relations commerciales, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les fournisseurs, que ce soit avec les prêteurs, même angel investors. Ayez de la documentation écrite qui puisse être justement utilisée par les investisseurs institutionnels et qui vont donner de la matérialité, de la tangibilité, qui vont démontrer que votre société est tangible. Parce que lorsqu'on se plaint d'un manque de track record ou de réalisation ou de formalisation d'entreprise, c'est vous, l'entrepreneur, qui pouvez formaliser. Rien ne vous empêche de demander à votre fournisseur avec lequel vous travaillez finalement depuis 5 ans, 10 ans, écoute, on va signer une petite lettre d'engagement qui confirme que depuis telle date, vous êtes en relation d'affaires avec nous, que la relation s'est passée bien et que vous envisagez de continuer à l'avenir. Ce n'est pas un document contraignant juridiquement, mais c'est déjà une première indication de formalisation de société que nous, ensuite, investisseurs institutionnels, nous pouvons commencer à utiliser. Merci. Et je vais juste peut-être rebondir sur ce que tu as déjà commencé à donner des éléments de soutien ou mécanismes pour soutenir ces entrepreneurs. Il faut aller chercher l'information, il faut avoir des traces écrites, il faut avoir son business plan déjà préétabli, réfléchi, l'avoir en main. Peut-être je vais demander aux autres panélistes également, quels sont les différents mécanismes qui existent de soutien? Aujourd'hui, disons que je suis une PME, qui a un business qui est relativement correct et j'ai envie d'aller au-delà de ce que j'ai. Comment est-ce que je vais chercher ce financement additionnel? Quels sont les mécanismes dans chacun de vos secteurs de soutien pour les PME ou startups qui souhaitent accroître leur investissement? Donc, peut-être on va commencer avec vous, Antoine. Quels sont les mécanismes de soutien pour les startups ou PME en Afrique? Alors, il y a une très grande diversité, une très grande multiplicité d'instruments qui existent, ce qui rend les choses, je pense, en me plaçant du point de vue d'un entrepreneur compliqué. De notre point de vue, on a une compréhension de marché qui nous permet d'avoir une visibilité accrue. Il existe un très grand nombre de subventions dans le secteur de l'énergie, des subventions qui sont, pour n'en citer quelques-unes, apporté par Power Africa, les Américains, par USAID, par l'Union européenne. Je pense notamment à un projet qu'on a récemment financé en Ouganda de mini-réseau, qui était en grande partie subventionné par une subvention de la GIZ, de l'Union européenne et également de l'État ougandais. Sur les kits solaires, il existe aussi un grand nombre de subventions, particulièrement au Nigeria, avec un programme absolument majeur. Donc, les subventions sont là, elles existent. Toute la difficulté, c'est d'abord de les identifier. Et là, ça commence par tout simplement une recherche Internet, mais ça peut aussi passer par tout simplement en allant voir la chambre de commerce locale pour s'informer sur ces sujets. Ça peut être aussi en contactant par les canaux qui sont disponibles, les agences de financement internationales présentes dans le pays. À titre d'exemple, en Ouganda, la GIZ a un bureau et c'est GIZ qui se fait le relais de la subvention de l'Union européenne, sans faire de publicité à outrance. Et donc, voilà, premièrement, accéder à ces subventions. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est de construire un dossier pour accéder à ces subventions. Ça, c'est une étape qui est aussi très difficile. Et là, je pense qu'il faut avoir l'aide de conseillers, de consultants ou tout simplement d'une chambre de commerce locale pour construire ces dossiers. Donc, premier élément majeur pour les startups et les PME, les subventions, particulièrement pour ceux qui ont peu de capital à apporter. C'est un premier outil. Ensuite, je ne négligerai pas le rôle des incubateurs. On peut prendre l'exemple du Kenya, où nous, historiquement, on était très présents sur le marché des kits solaires.
Les incubateurs, il y en a plus d'une centaine au Kenya maintenant. On parle de Silicon Savannah. Et ces incubateurs ont été absolument essentiels pour permettre l'émergence d'un écosystème. Et c'est par aussi de l'entraide entre entrepreneurs, partage de connaissances. C'est là que commence l'histoire pour moi, la collaboration entre les PME et le transfert de savoir. Donc, je vous invite à regarder d'abord à l'échelle locale s'il existe des incubateurs. S'il n'y en a pas, faire pression, mais ça, c'est plus long terme sur les pouvoirs publics et sur les agences de financement internationales implantées localement pour en créer. Puisqu'au Kenya, ça a été un élément majeur avec M-Pesa, qui est un des grands acteurs très connus du mobile money, qui est un peu l'héritier de cette tradition kenyane, de la tech kenyane. Donc voilà, deux instruments importants, je pense. Super, merci beaucoup Antoine. Peut-être on va y aller. Adamou. Merci. Moi, je pense qu'à la suite de ce qu'Antoine a dit, il faut d'abord le fait d'être, on va dire, inséré dans une corporation est la base, parce que généralement, les éléments d'information sont reçus par la corporation et ça se partage au cours des réunions. Donc, il faut participer en termes de participation au niveau des chambres de commerce et au niveau des organisations de coopération pour avoir l'information spécifique relativement à sa coopération. Je prends par exemple l'exemple de l'agriculture. Quand tu es une agro-industrie et qu'il y a une coopération autour, généralement, les chambres de commerce sont organisées avec des corporations bien définies et c'est une source d'information très importante que nos opérateurs économiques oublient. L'autre élément, c'est au niveau des États. Au niveau des États, on a des ministères d'accompagnement qui aussi peuvent apporter les informations. Pour ce qui concerne l'Afrique francophone, ici en Afrique de l'Ouest, on sait que chaque État essaie d'organiser, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, c'est l'agence PME, Côte d'Ivoire PME, qui est une agence d'appui étatique chargée d'accompagner le renforcement des capacités des PME, mais aussi la recherche de financement. On a les chambres de commerce, mais au-delà de ça, comme Antoine le dit, on a des organisations bilatéraux comme la GIZ, on va dire KfW. En tout cas, les organisations bilatéraux qui sont dans l'accompagnement des PME peuvent aussi apporter des financements. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les institutions de développement international comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale à travers la fenêtre AFC, qui est une institution orientée sur le secteur privé de la Banque mondiale qui fait que le financement du secteur privé. Donc, je pense que c'est, en résumé, je voulais dire que tout promoteur doit éviter de rester sur lui-même et de ne travailler que sur lui-même, parce que le fait de s'ouvrir, d'appartenir à une corporation, d'être en relation avec chaque type d'acteur qui intervient dans son activité est une source de collecte d'informations relatives au financement des PME. Et dans nos pays, les chambres de commerce même font ce qu'on appelle, comment on appelle ça, on va dire comme un agenda de l'ensemble, un réseau, un document qui montre où trouver les financements et quelle structure apporte quel financement. Ils font un petit résumé de l'ensemble des apporteurs de financement au niveau des chambres de commerce qui partagent justement avec ceux-là qui sont membres des dites chambres de commerce. J'oublie aussi, bien sûr, tout ce qui est banque commerciale. Contrairement à ce que les gens pensent, tout ce qui est banque commerciale, institutions de microfinance sont aussi en train de s'intéresser à des secteurs qui n'étaient pas dans leur corde avant. Et il y a aussi actuellement des fonds d'investissement comme OICO, comme celui d'Antoine, qui sont en train aussi de s'impliquer dans le financement au niveau des secteurs. Donc, c'est des éléments sur lesquels il faut vraiment s'ouvrir pour avoir les informations et non rester sur soi-même pour faire sa petite cuisine interne. OK. Donc, il faut aller vers l'information, il faut aller vers les réseaux, il faut aller vers les investisseurs, il faut chercher. Rekia, je sais que tu as parlé également du programme de soutien d'incubateur qui est associé à ton processus de financement. Est-ce que tu peux nous en parler davantage et quels sont d'autres mécanismes ou programmes avec lesquels tu travailles pour soutenir les différentes entreprises ou PME dans ton domaine? D'accord. Donc, vraiment, la première
structure avec laquelle on travaille, c'est le Land Accelerator de WRI. Donc, c'est un programme qui réunit à peu près 100 entrepreneurs par an et qui leur fournit des formations dans le marketing et opérations et les pitch decks. Et vraiment pour appuyer ce que déjà Anna a dit, le fondateur lui-même ou elle-même doit faire un travail très sérieux et maintenant appliquer et chercher des opportunités à travers les incubateurs. Et comme il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent le financement, si vous êtes un des meilleurs, il y a beaucoup de chances que vous serez financé parce que vous aurez déjà fait un bon travail vous-même et maintenant vous avez eu un appui à travers un programme d'incubation, d'accélération comme le Land Accelerator. Et là, déjà, vous êtes déjà au niveau où les investisseurs seront intéressés à ce que vous êtes en train de faire et vous aurez déjà appris, et si vous ne savez pas déjà, comment attirer, comment parler avec ces investisseurs. L'autre programme avec lequel on travaille très étroitement, c'est celui de World Economic Forum, le Uplink Challenge. Et là aussi, c'est un programme qui travaille sur la Grande Muraille Verte en Afrique de l'Ouest. Et donc, beaucoup d'opportunités pour d'entrepreneurs de se faire connaître, de se faire, d'avoir des relations avec les investisseurs. OK. Donc, vraiment, cultiver son network, cultiver son processus et accroître, aller travailler. Je pense qu'être entrepreneur, être chercheur, porteur de projet, on ne peut pas juste s'asseoir sous ses lauriers. Il faut vraiment continuer, se former, mais également comprendre quel type d'investissement est adéquat pour le projet. Dans le chat, il y a eu énormément de discussions autour de est-ce que vous travaillez en Afrique de l'Est, est-ce que vous travaillez en Afrique du Sud, est-ce que vous travaillez au Sahel? Et moi, je vais retourner la question de manière un peu plus structurée en disant, est-ce qu'il y a une certaine disparité dans les zones où les gens investissent en Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, Antoine a parlé du Savannah Island, je ne sais pas comment tu l'as appelé, le Kenya, les pays anglophones ont tendance à avoir un écosystème de start-up beaucoup plus avancé que nos pays francophones. Est-ce que ça se traduit par des investissements qui vont surtout vers eux? Qu'est-ce qui fait que, est-ce que cette disparité existe vraiment? Et si oui, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? Comment est-ce que nos entrepreneurs dans les pays francophones peuvent commencer à accroître leur visibilité pour attirer beaucoup plus de financement? Donc, on va commencer peut-être avec vous, Hannah, et aller vers Adamou, ensuite Antoine et enfin Rakia. Excusez-moi, si je résume votre question, ça concerne pourquoi y a-t-il une disparité de financement entre le monde anglophone et francophone? Est-ce qu'il y a une disparité? Est-ce qu'il y a une disparité? Est-ce qu'il y a des financements qui vont sortir? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a une disparité qui est évidente par rapport aux montants qui sont financés. On a tendance à toujours se concentrer sur la dichotomie Afrique anglophone et Afrique francophone. Il y a aussi l'Afrique arabophone qui a elle-même ses propres dynamiques et qui a eu cette capacité à générer des sources de financement aussi alternatives et très importantes, notamment en interne, mais aussi au niveau du Moyen-Orient. Pourquoi est-ce que cette disparité existe? Si je reste à la comparaison simpliste francophone-anglophone, voilà, vous connaissez déjà l'histoire du continent, vous connaissez les débats philosophiques sur les efficacités d'un système par rapport à un autre. Historiquement, les investisseurs anglophones ont toujours été plus actifs, les prêteurs anglophones ont été plus actifs dans ces zones-là en Afrique que du côté francophone. Voilà. Maintenant, je pense que de manière positive et pour donner un peu plus de perspective, on remarque de plus en plus des financements entre régions ou de financement de la part d'opérateurs qui vont vraiment viser tout le continent. Donc, avec les équipes anglophones qui vont bien avoir des collègues francophones qui ont cette capacité à aussi regarder les marchés francophones et inversement pour la partie arabophone, etc. Donc, on voit et on espère qu'à terme, il y aura un nivellement effectivement de ces niveaux de financement sur le continent. On est à la fois le reflet de la diversité des opportunités disponibles dans chacune de ces sous-régions et le reflet de cette capacité des équipes d'investissement à analyser, étudier et à financer toutes ces régions. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais je peux être un peu plus précis sur certains points si nécessaire.
Non, merci, merci. Je suis contente de savoir que vous dites qu'il y a une différence parce que la session précédente qu'on a eue le 8 mars, nos différentes entreprises qui travaillaient surtout dans ces secteurs disaient que non, pour eux, cette différence, elle ne doit pas exister. Donc, d'un point de vue d'un investisseur, je vois que c'est différent. Adamou, toi qui travailles surtout avec les pays francophones, quelle est ta réaction par rapport à cette tendance qui a l'air d'aller surtout vers les pays anglophones? Je pense que Anna est totalement dans le vrai. C'est profond, c'est plutôt culturel. Et je prends par exemple l'exemple de l'éducation que nous avons reçue. Nous savons tous que les anglophones ont un système éducatif plutôt business-orienté. Et nous, selon les analyses qui ont été menées, nous avons été formés pour travailler à la fonction publique. Voilà. Donc, depuis la base, c'est ce qui est dit. Et moi, c'est vrai que je travaille actuellement sur l'Afrique francophone, mais nous avons des bureaux en Afrique anglophone. Et quand nous voyons la rapidité avec laquelle certaines entreprises du secteur des pays anglophones réagissent quand il y a on va dire des besoins ou je prends l'exemple des collectes d'informations au niveau international, au siège, aux Pays-Bas, où chaque région doit répondre. Et dans la majorité des cas, l'Afrique anglophone est plus rapide parce qu'il y a la réactivité des entreprises dans ces parties-là plus rapide que chez nous en entreprise. Mais pour rester dans cette même logique positive, c'est une base d'éducation qu'on est en train de déconstruire actuellement à travers des changements même dans nos systèmes éducatifs, mais aussi à travers même l'éducation que nous donnons à nos enfants. Je suis sûr que moi, ma fille, l'éducation qu'elle va recevoir en termes de gestion de l'argent ne sera pas la même chose que mon grand-père a donné à mon père. Parce que ce n'est pas deux visions différentes, parce que nous avons pu nous frotter aux pays anglophones et nous apprenons aussi dans la pratique. Et même au niveau des États, le système éducatif est en train d'être revu au fur et à mesure parce qu'il y a saturation au niveau, par exemple, de la fonction publique. On veut maintenant des jeunes qui sortent de l'école avec la capacité de créer des entreprises, des jeunes qui connaissent c'est quoi un business plan, qui savent c'est quoi, comment organiser son entreprise et comment mener à bien son entreprise. Sinon, la réalité, elle est là. Et pourquoi les investissements sont plus faciles là-bas? C'est parce qu'ils sont business-oriented. Quand tu es investisseur, je vais au-delà des investisseurs d'impact. Quand tu es investisseur, ce que tu veux, c'est qui va me rembourser le plus rapidement. Et donc, c'est la personne qui peut t'expliquer comment je mène mon activité, où est-ce que je vais le vendre, comment ça va me rapporter l'argent qui va me rembourser plus rapidement et qui me convainc de son business model que je finance. Et si l'autre est business oriented, il est plus apte à convaincre l'investisseur que celui qui va être là à trouver des problèmes partout et à toujours chercher on va dire des excuses pour expliquer des choses. Voilà. Donc, c'est tout un changement de comportement de businessman que nous devons changer. Mais l'avantage, pour finir dans un truc positif comme Anna, l'avantage, c'est que nous avons conscience de cela et les gens sont en train de travailler chacun à son niveau pour révolutionner notre pratique des choses. Merci beaucoup. Antoine, je vais finir avec toi sur cette question. Est-ce que dans le secteur de l'énergie, est-ce que vous ressentez cette différence également? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde géographiquement, certains des pays francophones sont beaucoup plus aptes, en fait, par exemple, à l'énergie solaire. Est-ce que dans ton secteur, est-ce qu'il y a une certaine disparité vers où les financements vont? Moi, je pense que les constats qui ont déjà été faits dans les autres secteurs par mes co-panélistes sont les mêmes dans le secteur de l'énergie. On observe cette différence de manière très nette. Elle est historique, elle s'explique par tous les facteurs macroéconomiques qui ont été cités. J'ajouterais dans les pays francophones la faiblesse de la classe moyenne qui reste très restreinte, à l'exception peut-être de la Côte d'Ivoire, ce qui réduit beaucoup l'attractivité de ces pays. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est un héritage de l'histoire, mais effectivement, je pense que la tendance est plutôt bonne. Le fait qu'il y a quasiment un quart des investissements en private equity qui se réalisent en Afrique de l'Ouest aujourd'hui est quand même une bonne tendance. Alors après, si on regarde en détail, effectivement, on voit que les trois locomotives restent la Côte d'Ivoire, d'abord le Nigeria, le Ghana et dans une moindre mesure la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a commencé à
attirer le train des autres pays. Malheureusement, la bande sahélienne reste complètement exclue. Pourquoi? Je pense que l'instabilité politique et institutionnelle y joue énormément. Et donc là, j'ai assez peu, comment dire, de conviction sur ce qui va se passer dans les années à venir. Ce qu'on peut voir au Mali, au Burkina Faso et ailleurs, et même au Niger, malheureusement, n'est pas de bon augure. Par contre, sur un aspect plus positif, je pense que les échanges qui ont lieu à l'échelle régionale et transnationale entre la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et les pays limitrophes, pour donner que des exemples, mais c'est aussi valable, je pense, entre la RDC, le Rwanda, etc. Je pense qu'il y a des échanges qui, à l'échelle régionale, sont très, très, très impactants dans le moyen-long terme. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'en tirer des fruits et les bénéfices parce que c'est des travaux et des efforts de long terme à mener. Mais je pense que la tendance est globalement positive. Je suis en phase avec mes co-panélistes sur le sujet. OK. Ben, merci beaucoup. Peut-être une dernière question de ma part avant d'ouvrir les questions. On a eu énormément de questions de la part des participants, donc j'aimerais revenir là-dessus. Pour finir sur une note un peu plus positive, quelle est l'action la plus importante que vous souhaiterez que les différents entrepreneurs ou porteurs de projets ici présents fassent lorsqu'ils cherchent un financement? Donc, je vais commencer peut-être avec vous, Anna, Rekia, et ensuite, on va finir avec Antoine et Adamou. Donc, quelle est l'action avec toute votre expérience? Alors, je sais qu'on a tendance à toujours vouloir trouver une recette magique et simplifier certaines problématiques. Malheureusement, c'est un ensemble de choses qu'un porteur de projet en entrepreneur doit faire pour pouvoir augmenter les chances de réussite de sa demande de financement. Et je pense qu'on les a toutes résumées au cours du panel, à savoir, numéro 1, avoir un dossier aussi structuré et préparé que possible de manière écrite, incluant une présentation investisseur, un modèle financier si nécessaire, être bien intégré dans son écosystème, comme l'a mentionné Antoine par exemple, faire partie, quelque chose de simple, mais faire partie de l'organisation professionnelle qui régit son secteur, connaître les réglementations, être bien reconnu dans l'écosystème et ensuite évidemment faire sa due diligence sur l'investisseur ou le prêteur auquel on souhaite s'adresser pour ne pas perdre du temps. Et là, un des mythes toujours qu'il y a en Afrique et parfois aussi sur les autres continents, non, une banque n'a pas vocation à financer une start-up au niveau pre-seed, seed, au niveau amorçage, démarrage. Donc, vous pouvez taper à la porte de 20 banques, elles vont toutes vous dire non et vous pourrez toujours pleurer en disant « personne ne finance une start-up en Afrique ». Non, c'est vous qui êtes responsable de cet échec parce que vous n'avez pas intégré suffisamment les sources et les stratégies de financement à mettre en place et pertinentes pour votre société. Et cette maîtrise, malheureusement, de l'éducation un petit peu financière et de ces sujets de financement font partie des compétences importantes lorsqu'on est un entrepreneur qui souhaite faire développer sa société. Donc, de la même façon où vous voulez être sûr de bien maîtriser votre chaîne d'approvisionnement, vos clients, le cadre juridique, il faut bien maîtriser cette chaîne de financement également. Merci, Anna, pour tous ces détails. Rekia, est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais rajouter? Oui, moi, je pense que c'est très bien résumé par Anna. La chose que je peux peut-être encourager les fondateurs à faire, c'est des choses vraiment très simples, c'est de créer un network et un profil public. Par exemple, avoir un LinkedIn qui est un moyen que tous les professionnels du monde en ce moment utilisent. C'est gratuit. En tant qu'entrepreneur, c'est un moyen de élever votre profil. Et donc, créer un LinkedIn, être sûr de développer votre network, non seulement des gens avec lesquels vous êtes dans l'entreprise, mais aussi d'essayer de rencontrer des investisseurs à travers ce tool, right? So, c'est ce que j'encourage les fondateurs. Super. Adamou, Antoine, est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on ouvre les questions des participants? Oui, moi je voulais très brièvement, très brièvement ajouter un peu, pas ajouter, mais confirmer que il y a Rekia qui parle, mais elle est mute. Je ne sais pas si elle veut ajouter quelque chose. Non, Anna, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai l'impression que vous parlez, mais vous étiez mute.
Non, Donc, allez-y, je vous en prie. OK. Moi, je voulais simplement dire que la chose la plus importante pour démarrer son affaire est d'aller par étapes. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, il faut être modeste. Le plus souvent, il faut démarrer sur fonds propres ou bien sur les fonds de la famille. De passer après à d'autres étapes comme le financement non institutionnel qui existent comme la tontine, le crowdfunding. C'est des étapes sur lesquelles il faut passer. Et après, on peut commencer par des relais de financement pour atteindre des tailles assez intéressantes et passer par des systèmes de mentoring ou bien des systèmes d'organisation qui vont vous accompagner à produire des informations fiables, à organiser vos informations, à produire vos informations et à apporter la preuve technique de votre capacité de produire de la valeur. C'est après qu'à ce niveau que tout ça est organisé dans un plan d'affaires avec un track record, avec des chiffres et avec une maîtrise de l'output, de où est-ce qu'on va vendre, à qui est-ce qu'on va vendre, d'avoir à la limite des contrats qu'on peut approcher, comme Anna l'a dit, des institutions classiques comme les banques. Mais il ne faut vraiment pas dévancer les dans l'eau. Il faut organiser sa recherche de financement d'une manière phasée et chercher l'accompagnement au fur et à mesure de chaque étape. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Merci, merci. Antoine, un dernier mot? Pas forcément, hein? Non, je pense que tout a été dit. Ce qui est très important, c'est effectivement de générer du track record. Je ne trouve pas d'équivalent d'historique économique et financier. Et pour cela, il faut des fonds. Initialement, il faut un petit peu de fonds. Je pense qu'il y a une grande diversité d'acteurs et donc tous les profils sont différents. C'est difficile d'apporter une réponse unique. Quand on est quelqu'un qui a effectivement une famille derrière soi avec du financement disponible, il faut l'utiliser, évidemment. En revanche, quelqu'un qui démarrerait avec pas cette capacité de financement initiale, je les invite à se tourner soit vers des organismes de subvention, soit vers des partenaires privés. Mais ça peut être aussi intéressant de se tourner vers des entrepreneurs qui ont réussi et qui sont prêts à jouer le rôle de business angel. Moi, j'ai vu des entreprises dans mon secteur d'activité qui sont parties de rien ou presque parce qu'elles s'appuyaient sur un acteur qui avait déjà traversé le même processus et elles ont pu capitaliser sur ce processus en cédant une partie, bien sûr, des parts de l'entreprise à un acteur stratégique qui avait la connaissance du processus de financement. Donc, faire ses recherches, avoir un clean track record et effectivement, on a eu à financer différentes entreprises cette année. Ça a été un des acteurs très décisifs de vraiment avoir une certaine traçabilité de leurs finances et de l'historique de leur impact pour vraiment avoir une certaine confiance par rapport à ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent apporter. Merci. Sur ce, j'aimerais garder le reste de mes questions et ouvrir. Il y a énormément de questions dans le chat et je vais commencer avec Rekia, avec toi. Il y a eu une question par rapport à Barca Funds particulièrement et je pense que c'est une question qui peut également s'appliquer à Adamo dans le cadre en tant qu'investisseur d'impact. Pour tous les entrepreneurs ou PME qui cherchent à travailler avec vous ou créer un partenariat avec vous, est-ce qu'ils ont besoin d'une caution ou d'une garantie? Est-ce qu'ils ont besoin d'apporter, est-ce que c'est comme une banque qu'on vient avec sa chèvre du village? Comment est-ce qu'il y a besoin d'une caution ou d'une garantie, Barca? Non, on n'a pas besoin de caution. Je crois que pour avoir plus d'informations, peut-être qu'il faut aller sur notre website, barcafund.com, et essayer de voir, de nous contacter et de nous demander des questions directement. On est très ouvert, on est très accessible, vraiment très accessible en tant que fonds, c'est notre culture. On est ravis d'être dans ce milieu, dans l'écosystème, de supporter les entrepreneurs. On est convaincus que les entrepreneurs et les fondateurs, c'est eux qui vont faire la différence dans le secteur privé et pour l'impact dont on a besoin en Afrique. Et donc, vraiment, on est ouvert et on est accessible. Donc, vous pouvez nous contacter directement si vous avez des questions. Super. Donc, pas besoin de caution ou de garantie. Et de ton côté, avec Aoki, est-ce que vous avez besoin de garantie? Allô? Adamo, on vous entend? Allô? Je vous entends? OK. Je voulais dire que chez nous, c'est dans la même logique. On n'a pas, c'est ça qui fait la particularité des fonds d'investissement.
surtout des fonds d'investissement impact, on n'a pas besoin de garantie, mais il faut un projet qui a de la visibilité. Il faut un projet qui impacte la communauté et un projet où on sent qu'il y a de la structuration. Il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui savent ce qu'ils font. Ils peuvent nous contacter, vous mettez Oiko Crédit dans votre barre de recherche, Oiko Crédit, je vais le mettre sur le chat, oikocredit.com et puis .org, et puis peuvent nous contacter. Je suis aussi joignable sur LinkedIn, comme Rikia le dit, c'est un réseau social professionnel sur lequel les professionnels se trouvent. Ça va être peut-être une raison pour laquelle d'autres vont créer des pages. Et donc, je serai flatté de pouvoir participer aussi à cela. Donc, je suis joignable sur LinkedIn. Merci beaucoup. Il y a eu une autre question par rapport aux différentes disponibilités de financement actuellement en cours dans chacune de vos structures. Est-ce que les candidatures sont déjà fermées? Est-ce que certains des participants ici présents peuvent candidater ou se rapprocher vers vous pour un financement? Je sais que Rekia et Adamo, vous venez de dire que vous êtes quand même ouverts, vous investissez au gré et à l'idée. Mais dans votre cas, Antoine et Anna, est-ce qu'il y a des financements ou un appel d'offres en cours que les participants peuvent candidater? Ou quels sont les processus de financement qui existent avec vous? Peut-être on va commencer avec Anna et ensuite je viens Antoine. répondre en premier. Donc, effectivement, Proparco agit comme un bailleur de fonds avec des budgets alloués tous les ans, mais il n'y a pas de fenêtre d'opportunité particulière pour les sociétés. Vous pouvez candidater, enfin faire effectuer vos demandes de financement à tout moment, effectivement. Il n'y a pas de contrainte de temps de calendrier. Merci beaucoup. Antoine? Alors, nous sommes un fonds, en tout cas un gestionnaire de fonds. Donc on gère plusieurs fonds qui sont actuellement ouverts. Donc, il est tout à fait possible d'envoyer une demande via notre site Internet. On a un menu contact dédié, mais n'hésitez pas à me contacter aussi en direct, soit sur LinkedIn, soit par mail. Mais je précise quand même, je rappelle que donc, on fournit uniquement des produits en dette pour l'instant. Et donc, on est en mesure d'apporter des capitaux à partir de $1 million, ce qui peut représenter une somme importante pour la plupart des entrepreneurs. Et l'un des critères classiques pour toute entreprise que nous pourrons financer est d'avoir un track record, donc un historique opérationnel d'environ 3 ans et des comptes audités, simplement pour vous donner une idée du niveau d'avancement. OK. Donc, 1 million, franchement, l'aspect, le financement en termes de dette est beaucoup plus complexe et il faut avoir une entreprise déjà préétablie, un business plan beaucoup plus attractif qu'un simple, du moins pas un simple, mais que si vous cherchez un investisseur d'impact. Donc, les modalités sont complètement différentes. Il y a une autre question assez intéressante. Salima, si tu permets, je voulais préciser que Oiko Crédit fait aussi bien de la dette que du equity. Ah, OK. Donc, voilà, c'est très important que ça se précise pour que ceux qui sont intéressés par le capital pour augmenter leurs fonds propres sachent qu'ils peuvent nous contacter aussi dans ce sens. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, on a quand même une certaine diversité d'options de financement pour chacune de vos idées de projets ou entreprises déjà en cours. Il y a eu une question par rapport aux politiques d'investissement. Est-ce que ces dernières influencent ou est-ce que vous investissez? Donc, si je comprends bien, pour ne pas paraphraser la question, c'est bien beau de connaître un investisseur, contacter. Après, il faut également prendre en compte la politique d'investissement du pays. Donc, vous, à travers votre expérience, est-ce que vous avez eu à travailler dans certains pays où les politiques d'investissement sont différentes? Est-ce que ça a un impact sur les pays vers lesquels vous allez? C'est à moi la question? OK, donc j'y vais. Moi, je dis que chez nous, on a des secteurs sur lesquels nous intervenons. Et c'est vrai que s'il y a une politique par pays qui sont en phase avec ces secteurs, ça va créer un effet de levier parce que l'organisation autour du pays sur le secteur
va permettre d'avoir un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre d'informations qui vont permettre d'aller plus vite parce que le pays est organisé, les acteurs sont organisés, comme Antoine le disait, il y a une corporation qui est bien organisée, ça va permettre d'aller. Mais nous avons défini dans notre stratégie des secteurs sur lesquels nous sommes prioritaires, nous sommes intéressés à accompagner. Je parlais de l'agriculture, je parlais de l'agribusiness, je parlais du financement pour faciliter l'accès des banques qui ont des volets PME ou des volets agricoles. Je parlais des institutions de microfinance parce que l'idée pour nous est de faciliter l'accès des PME et des coopératives au financement. Et je parlais des énergies renouvelables. Donc, nous n'intervenons pas en fonction des stratégies d'investissement des pays, mais je note que si un pays a une stratégie d'investissement, comme la Côte d'Ivoire actuellement dans le cadre de la transformation des produits agricoles, ça permet effectivement d'accompagner plus facilement les PME agro-industrielles. Parce que le pays même fait des faveurs pour accompagner les acteurs du monde de la transformation des produits agricoles. OK. Antoine? Oui, non, exactement dans le même état d'esprit qu'Oiko. Par exemple, en Ouganda ou au Nigeria, il existe des cadres à la fois juridiques et politiques qui nous permettent, qui facilitent nos investissements dans le secteur de l'énergie, soit parce qu'il y a des abattements fiscaux, soit parce qu'il y a des mécanismes de subvention. Donc, ces initiatives politiques-là, qui sont en partie très souvent financées aussi par des organismes de financement internationaux, ces politiques-là sont essentielles parce qu'elles permettent de booster le développement du secteur. En revanche, il y a aussi des pays qui ont certaines contraintes propres qui ne nous permettent pas aujourd'hui d'y investir. Je pense notamment à l'Éthiopie qui a des mécanismes de blocage ou de restriction de rapatriement des fonds. Comme nous sommes un investisseur international, nous ne pouvons pas aujourd'hui, de manière très difficile, investir dans un pays comme l'Éthiopie en dette. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas selon les pays. OK. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter un mot, Anna ou Rekia? Avant de passer à la dernière question, je suis consciente du temps. Non, pas de commentaires particuliers de mon côté, merci. Merci beaucoup. Rekia, j'imagine que toi non plus. Ben, merci. Peut-être la dernière question qui sera autour de... Pour chacune de vos entreprises ou le secteur dans lequel vous travaillez, quels sont certaines des centres d'incubation ou formations que vous pouvez recommander aux différents entrepreneurs qui souhaitent accroître leur expérience, donc que ce soit dans l'agrobusiness, dans la gestion des ressources, dans l'environnement ou dans l'énergie? Quelles sont certaines des formations qui existent pour accroître leur expérience? Je sais que Rekia, tu as mentionné quelques-uns, mais par exemple, vous, avec l'AFT, je sais que l'AFT fait énormément dans tout ce qui est formation. Donc, est-ce que vous avez des centres d'incubation rattachés à votre financement? Non, voilà, juste pour éviter aussi les problématiques de marché où finalement, il y a une perception que l'AFD propose tout et un petit peu n'importe quoi. Le groupe AFD reste une institution financière, que ce soit la partie AFD finançant le secteur public ou la partie Proparco finançant le secteur privé. Donc, ce n'est pas une institution qui a pour vocation en direct de financer des formations en direct à des particuliers. Toutefois, nous avons mis en place un arsenal d'entités sœurs qui, elles, ont cette vocation-là. Et dans ce cadre-là, je vous appelle à vous rapprocher des entités AfriLab et Afrique Innov en particulier, qui regroupent des structures d'accompagnement certifiées sur tout le continent africain. Donc, même en RDC, il y a déjà 4 ou 5 incubateurs qui sont rattachés à ces deux structures AfriLab et Afrique Innov, qui sont effectivement financées par l'AFD et qui, là, peuvent vous accompagner dans vos projets pour tout type de secteur. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'indépendamment de Afrique Innov et Afrique Lab, il existe vraiment maintenant une myriade d'incubateurs dans tous les pays du continent, une myriade de clubs d'investissement. Là encore une fois, vous pouvez retrouver la liste sur le site d'ABAN, qui est l'association des business angels africains ABAN. Là encore une fois, une structure financée partiellement par l'AFD et qui vous permettra de rencontrer des clubs d'investissement qui, eux, peuvent avoir des structures d'incubation ou peuvent vous rediriger vers des structures d'incubation avec lesquelles elles sont en collaboration.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si vous avez d'autres questions là-dessus. Tout à fait. Merci beaucoup. Et je vois que vous avez, c'est exactement ce que j'allais demander. Ah, et le dernier point que je voulais faire, c'est qu'indépendamment de l'AFD, avec le Covid, qui est une opportunité d'un certain point de vue, il y a vraiment beaucoup d'incubateurs, accélérateurs virtuels qui sont mis en place. Et je ne compte plus le nombre de sociétés start-up, notamment Nigeria ou Kenya, qui me disent, en fait, je suis rattachée à un incubateur à Dubaï, les noms m'échappent, mais qui ont un programme d'incubation complètement virtuel et qui finalement sont maintenant accessibles pour nous, ce qui n'aurait pas été le cas dans notre vie avant Covid, où effectivement il y avait un aspect présentiel qui paraissait essentiel pour l'incubation, et en fait ce n'est plus le cas. Donc il y a vraiment beaucoup d'incubateurs virtuels partout dans le monde. Donc là j'ai parlé de Dubaï, Moyen-Orient, pareil pour le Japon, pareil pour l'Amérique latine, qui sont dédiés à l'Afrique. Évidemment les pays nordiques de type Norsken, qui est l'un des plus grands accélérateurs, je crois suédois, qui a vraiment des programmes dédiés à l'Afrique et qui vient d'ouvrir un bureau à Nairobi d'ailleurs. Donc tous ces programmes-là sont virtuels. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez postuler, vous pouvez essayer de gagner les compétitions pitch de d'e-Moday et recevoir des prize money. Donc là, c'est la subvention gratuite à laquelle Antoine faisait référence. Vous gagnez ces concours de start-up, c'est du 10 000, 20 000, 50 000 dollars gratuits, non remboursables, que vous pouvez mettre de côté et qui vous permet aussi de gagner de la visibilité auprès des investisseurs. Super, merci beaucoup Anna. Antoine? Non, je pense qu'Anna a bien résumé la question. Nous, en tant qu'investisseurs privés, fonds d'investissement privés, on n'a pas non plus vocation à être un incubateur ou en particulier dans la mesure où on fait de la dette. Mais est-ce que vous en connaissez? Alors, je n'ai pas de nom précis en tête à donner parce que c'est vraiment au cas par cas, pays par pays. Comme je vous disais, il y en a une centaine au Kenya, donc c'est très difficile de vous donner un nom en particulier qui sortirait du lot. En revanche, effectivement, l'ensemble des agences de développement, l'AFD, mais aussi GIZ, les Nordiques également, fournissent des fonds pour faire de l'assistance technique. Donc, il y a des programmes d'assistance technique qui sont généralement par secteur ou par pays, et je vous invite à vous rapprocher de ces agences pour avoir l'information adéquate. Super. Rekia, Adamou, un dernier mot? Non, je crois que j'ai déjà partagé les deux incubateurs avec qui on travaille. Et on travaille aussi avec les incubateurs locaux dans les pays même. Donc, par exemple, Innova au Togo est une structure très bien et qui fait la formation et qui aide les entrepreneurs à mettre en place les pitch books et les éléments dont un investisseur a besoin, les bilans et documents financiers. Donc, se rapprocher à ces genres de structures pour ajouter de la valeur pour un entrepreneur. Merci beaucoup. Adamou? Oui, je pense que je n'ai pas trop de choses à ajouter par rapport à ce que les autres panélistes ont dit. C'est les mêmes incubateurs, c'est les mêmes apporteurs de fonds d'amorçage. Mais je dois dire que souvent, nous aussi, dans le cadre de nos diagnostics que nous faisons avec les entreprises, il nous arrive de mettre en place un fonds d'assistance technique parce que nous avons diagnostiqué un problème à renforcer pour accompagner dans le cadre de la recherche de la croissance, même en termes de gouvernance ou en termes de technique de l'institution. Nous pouvons mettre en place un fonds d'assistance technique en collaboration avec d'autres partenaires ou bien directement à travers à l'interne. Mais c'est des choses qui sont de plus en plus rares tellement les fonds manquent aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette vue d'ensemble, mais également pour tous les détails que vous avez fournis par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès à ces financements, quelles sont certaines des réalités que vous, en tant qu'investisseur, vous vous attendez avant d'investir votre argent ou des fonds que vous gérez, quelles sont certaines des tendances que vous remarquez à travers l'Afrique ou dans vos secteurs individuels, quelles sont certaines des opportunités sur lesquelles les différents
différentes entreprises ou startups ici présents peuvent capitaliser pour innover davantage. Et surtout, merci pour toutes les informations autour des formations, des centres, des outils qui sont là à la disposition des différentes entreprises et PME pour accroître leurs connaissances, mais surtout les renforcer tout au long de ce processus. It's a journey, comme on dit en anglais, c'est tout un processus et à chaque étape, il faut trouver le bon financement pour soutenir, il faut comprendre son écosystème, il faut solidifier son offre, il faut continuer à travailler. C'est pas parce que vous avez eu un premier financement qu'il faut s'asseoir sous ses lauriers. C'est un processus continuel, mais c'est un processus qui, comme vous le voyez à travers les panélistes aujourd'hui, qui attire de plus en plus d'investisseurs. Donc, l'argent existe, les fonds existent, l'opportunité existe, il faut aller la chercher, il faut aller vers elle, il faut surtout comprendre comment y arriver. Donc, sur ce, j'aimerais vraiment remercier Barca Fund à travers Rekia et toute son équipe pour nous avoir réunis aujourd'hui à travers ces 2 sessions. La première, le 8 mars, et celle-ci aujourd'hui, pour vraiment cibler le contexte et la thématique du climat et de l'entrepreneuriat en Afrique et plus particulièrement en Afrique francophone. Merci à vous, Antoine, d'être présent et d'avoir échangé sur votre secteur et des différentes opportunités. Merci également à Anna pour clarifier les différentes opportunités, surtout donner tous les détails par rapport à qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et merci à vous, Adamou, pour vos nombreux dictons qui, je pense, vous donnent l'award des meilleurs dictons, mais également pour votre dynamique qui montre qu'il est possible de travailler dans ce secteur, il est possible d'être investisseur d'impact tout en ayant vraiment une certaine niche et un pouvoir d'achat possible pour ces différentes entreprises. Et merci à tous nos participants du Kenya, de la Tunisie, du Mali, de la RDC et de la Zambie, du Zimbabwe, toutes et celles qui nous sont rejoints à nous aujourd'hui et qui ont su partager avec nous ces échanges. On s'assurera de partager les enregistrements avec vous. N'hésitez pas à contacter tous nos panélistes aujourd'hui. Cherchez-les sur LinkedIn, contactez-les directement à travers leur entreprise. Essayez d'échanger avec eux davantage pour comprendre comment est-ce que vous pouvez créer des partenariats avec eux et comment est-ce que vous pourrez arriver à obtenir davantage de financement. Donc, sur ce, je vous dis grand merci et merci encore à Barca Fund pour cette expérience et à très bientôt. Merci, Salima. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne Merci, soirée. au revoir. Bonne soirée. Samuel, do you want to